Christian Gaudret, bonjour. Vous êtes le président de l'UFAL et dans notre précédent épisode, vous nous avez décrit la place singulière de l'Union des familles laïques dans l'organisation de la politique familiale en France. Ce numéro est d'ailleurs toujours disponible à l'écoute sur votre plateforme favorite. Aujourd'hui, il nous faut décrire les réflexions et les actions du mouvement que vous dirigez. Il faut rentrer un peu dans le détail de ce qu'il fait, de ce qu'il demande et quelles sont ses revendications, quelle place tient-il dans les débats politiques, comment la voix des familles laïques que vous représentez est-elle portée et surtout est-elle écoutée. Alors, on va commencer par votre revendication la plus récente. Elle concerne l'allocation de rentrée scolaire où vous demandez que cette allocation soit versée dès l'entrée à l'école. Bonjour Dominique, bonjour Sébastien, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, l'allocation de rentrée scolaire, l'UFAL en parle depuis bien avant cette rentrée. L'UFAL est porteuse de deux revendications anciennes. Tout d'abord, la gratuité effective des fournitures scolaires de la maternelle au lycée, ce qui n'est toujours pas le cas, et que l'allocation scolaire, qui aujourd'hui est modulée en fonction de l'âge des enfants, soit aussi modulée en fonction de la filière scolaire qui est suivie. Ainsi, au lycée professionnel, on sait que le coût pour les familles est très supérieur au coût de la rentrée pour un élève scolarisé dans un lycée général ou technologique. Alors, pour cette rentrée, nous avons effectivement porté une revendication. Là, on est vraiment dans l'action de défense des intérêts des familles, mais aussi une action pour l'égalité, puisque depuis la loi de juillet 2019, qui était la loi pour une école de la confiance, l'instruction a été rendue obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 16 ans. Il faut savoir qu'auparavant, c'était entre 6 ans et 16 ans. Nous avions dénoncé à l'époque cette mesure comme un cadeau fait à l'enseignement privé, puisque cette mesure va obliger les communes à verser le forfait d'externat pour les élèves scolarisés en maternelle dans l'enseignement privé sous contrat. Il faut savoir que le forfait d'externat, selon les communes, il varie entre 1 600 et 1 800 euros. Donc, c'est une charge pour les communes et un nouveau cadeau qui est fait à l'enseignement privé. Et contre toute logique, nous nous sommes rendus compte que l'allocation de rentrée scolaire, elle, continuait à n'être versée qu'aux enfants scolarisés à partir de 6 ans. Donc cette anomalie qui n'a pas fait réagir, que ce soit les syndicats ou les parlementaires, nous nous en sommes apparés et nous avons lancé une campagne à partir de la fin du printemps pour essayer de sensibiliser les parlementaires à ce sujet. Et nous avons obtenu, alors en termes de résultats, deux questions écrites qui ont été déposées. L'une par la sénatrice Marie-Claude Varayas, sénatrice communiste de Dordogne, et l'autre par Isabelle Briquet, qui est sénatrice socialiste de Haute-Vienne. Ces deux questions écrites n'ont pas reçu de réponse à ce jour. Il y a d'autres questions écrites qui ont porté cette revendication, mais au milieu d'autres revendications. Celle d'Édouard Courcial, membre des Républicains, a obtenu une réponse, mais dans la réponse, il n'y a aucune réponse justement sur la question qui était posée d'extension de l'allocation de rentrée scolaire à partir de 3 ans. Donc, à ce jour, nous n'avons pas de suite favorable, mais nous espérons bien que pour la rentrée prochaine, ce sujet, maintenant qu'il est mis sur la table, prenne un petit peu d'importance et soit pris en compte par le ministre. Alors, ministre des Solidarités, puisque c'est lui qui est en charge de la sécurité sociale, avec cette allocation
est versé par les CAF, c'est-à-dire ce qui relève de la branche famille de la sécurité sociale, et ministre de l'Éducation nationale, puisque ça concerne son domaine d'action. D'une façon un peu plus large, la question de la rentrée, de l'allocation de rentrée scolaire, chaque année donne lieu à un débat qu'on pourrait qualifier d'assez surréaliste, où un certain nombre de parlementaires viennent nous dire que c'est un moyen pour les familles d'acheter des écrans plats. Quel regard porte l'UFAL sur comment dire, ce côté anecdotique, cette façon anecdotique de traiter des intérêts des familles? Alors, c'est pas du tout anecdotique, c'est surtout une façon extrêmement méprisante, comme si les familles allaient utiliser cet argent pour faire des dépenses somptuaires qu'elles ne pourraient pas se faire sinon. C'est clairement du mépris de classe. Et d'ailleurs, l'UFAL, en 2021, avait décerné la palme du populo-bashing au ministre Jean-Michel Blanquer, qui avait relancé cette vieille rengaine. Ça fait partie des marronniers qui sortent tous les ans. Et tous les ans, en été, on a un déchaînement. Alors en général, ça vient des Républicains d'ailleurs, un déchaînement tout à fait méprisable qui relance cette vieille rengaine des écrans plats. Alors il va falloir se mettre au goût du jour, parce que évidemment les technologies évoluent. Ce sont plus les mêmes achats qui sont faits, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement méprisant. Les familles, bien évidemment, font en sorte que leurs enfants suivent une scolarité dans les meilleures conditions, et les dépenses de rentrée sont des dépenses effectives pour l'ensemble des familles qui ont des enfants scolarisés. Donc, nous referons le point en septembre 2023 pour voir si les choses ont évolué et si l'UFAL a été entendu sur cette revendication. Voilà, mais une revendication qui semble relativement logique. Bon, l'Assemblée nationale, cette année, a auditionné l'UFAL dans le cadre de la préparation du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous avez dit aux parlementaires lorsque vous les avez rencontrés, et est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendus? Alors, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, puisque l'Assemblée nationale, ça fait plusieurs années qu'elle ne nous auditionne plus sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Par contre, le Sénat, lui, auditionne tous les ans l'ensemble des principaux mouvements familiaux, et l'UFAL est donc auditionné. Alors cette année, il n'y a pas eu de rencontre physique, c'était au travers d'un questionnaire, et comme tous les ans, nous avons répondu présent et nous avons porté des remarques et des revendications. Alors, ça concerne uniquement la branche famille de la sécurité sociale et non pas les autres branches. Et ce que nous avons porté, c'est premièrement l'insuffisance de la revalorisation des prestations familiales, revalorisation inférieure à l'inflation qui, vous le savez, a très sensiblement augmenté cette année, alors même que depuis plusieurs années, les prestations familiales étaient sous-réévaluées et bien en deçà de l'inflation. Il en résulte une perte de pouvoir d'achat pour les familles de ces prestations familiales. Deuxième revendication qui a été portée, c'est une dénonciation d'un transfert de la branche maladie à la branche famille d'une partie des charges d'indemnité journalière pour les congés maternité, à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc, nous avons dénoncé le caractère scandaleux et non justifié, surtout, de ce transfert. Et une fois de plus, la branche famille, qui est une branche structurellement excédentaire, est siphonnée pour venir au secours d'une autre branche, en l'occurrence la branche maladie, qui, elle, est déficitaire. Plus généralement, nous avons essayé de faire, et nous essayons à chaque fois de faire un travail d'analyse des logiques qui sont en cours au travers des différentes réformes, avec le recul qu'on peut avoir et notre expertise.
Parmi ce qui a été annoncé cette année, c'est une réforme du complément du libre choix de mode de garde, ce qu'on appelle couramment par l'acronyme CMG. Et cette réforme vise, la façon dont c'est présenté, à mettre le reste à charge pour les familles au même niveau, quel que soit le mode de garde des enfants qui est choisi, en sachant que ce choix est malheureusement souvent contraint. Contraint pourquoi? Parce que il y a un déficit aujourd'hui d'environ 250 000 places en établissement d'accueil du jeune enfant. Cette réforme a été présentée comme un premier pas vers un service public de la petite enfance. Alors, service public de la petite enfance, bien évidemment, pour nous, association républicaine, c'est quelque chose qui nous parle et qui nous paraît nécessaire. C'est d'ailleurs une revendication ancienne de l'UFAL. Sauf que là, utiliser cette réforme comme premier pas vers le service public petite enfance, en fait, il y a un loup qui est que on cherche à solvabiliser en fait la demande sans du tout travailler sur l'offre. Or, le problème aujourd'hui que rencontrent les familles, c'est avant tout un problème d'offre, et c'est un problème de manque de place. Alors, si on prétend faire un service public par la solvabilisation de la demande et qu'on ne travaille pas sur l'offre, bien évidemment, très rapidement va se poser le problème du manque de l'offre, en termes de solutions de garde pour les familles. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On se tourne vers le privé et on l'appelle au secours. Donc ce que nous craignons, et là où nous avons alerté les parlementaires, c'est que ce service public de la petite enfance ne soit pas en fait une façon déguisée de recourir au privé d'ici quelques années. Alors vous alertez les parlementaires, mais vous nous dites que les sénateurs écoutent plus ou moins ce que vous avez à dire, mais que les députés ne le font absolument pas. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème démocratique ? Alors, problème démocratique, ça révèle surtout la place des associations familiales aujourd'hui et comment elles sont perçues. Je rappelle, et c'était dit lors du dernier numéro de l'AICIDAD, que nous avons un rôle officiel de représentation de l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics. Et il semblerait que ce rôle soit en grande partie ignoré par l'Assemblée nationale. Alors, il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, elle est auditionnée, et elle porte la voix de l'ensemble des familles, mais la diversité du mouvement familial, et ça c'est quelque chose qui en fait sa richesse et qui est extrêmement importante, cette diversité des opinions et des positions, elle ne va pas être entendue par la représentation nationale. Cette diversité des opinions, elle va devoir s'exprimer lors du débat sur la fin de vie, parce que le président de la République a souhaité ces dernières semaines relancer ce débat sur la fin de vie, un débat qui est à la fois complexe, avec des positions qui s'affrontent, qui sont même relativement déterminées. Est-ce que vous réfléchissez vous-même à ces questions? Il vous semble que la loi Claes-Leonetti ne va pas assez loin et ne fixe pas correctement les choses? Alors déjà, l'UFAL s'est positionné dès 2007 dans son rapport d'orientation qui a été voté par l'Assemblée générale sur la fin de vie et sur le droit à mourir dans la dignité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui dans le débat l'aide active à mourir. Donc c'est un dossier sur lequel l'UFAL s'est positionné il y a maintenant 15 ans et sur lequel l'UFAL a communiqué au fil des différentes lois qui ont été prises depuis cette période, la dernière étant effectivement la loi Claes-Leonetti de 2016.
Cette loi, malheureusement, comme nous le craignions et comme nous l'avions dit à l'époque, a montré ses faiblesses et son inadaptation aux réalités de la fin de vie. Cette loi, surtout, est hypocrite. Elle est hypocrite car elle rend les directives anticipées opposables mais non contraignantes. Et ça vient d'ailleurs, actualité tout à fait récente, d'être validé par le Conseil constitutionnel au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité. Deuxièmement, elle crée un droit au laisser mourir par la sédation dans les tout derniers jours de la vie, mais refuse le droit qui est notre revendication au faire mourir par l'euthanasie ou le suicide assisté. Qu'est-ce que c'est le droit au laisser mourir? C'est-à-dire que la personne est sédatée et on arrête les soins, notamment l'hydratation et la nutrition. Donc, c'est mourir de faim et de soif en étant endormi. Enfin, elle interdit à celles et ceux qui disposent encore de leur discernement le droit de décider eux-mêmes des conditions de leur propre fin de vie. Donc cette hypocrisie, nous la dénonçons depuis des années et nous l'avons encore dénoncée lors du vote de la loi Claeys-Leonetti. Bon, le problème aussi de cette loi, c'est que certains patients n'en relèvent pas. Ceux, en fait, dont la fin de vie n'est pas imminente, mais à qui les traitements actuellement disponibles ne permettent pas d'avoir une vie digne sans souffrance intolérable. Je pense notamment aux personnes atteintes de la maladie de Charcot. Pour nous, nous allons nous engager, c'est une décision qui a été prise dans ce combat et participer aux débats qui vont avoir lieu à cette toute fin d'année et surtout au début de l'année 2023, car nous considérons qu'il s'agit bien d'un combat laïque. Alors pourquoi il s'agit d'un combat laïque? Pour plusieurs raisons. C'est un sujet qui fait partie du long cheminement de la laïcisation de notre droit, qui a débuté en 1792 et qui trouve sa source dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Sujet de combat laïque parce que les cléricaux aujourd'hui sont vent debout contre cette évolution. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le dernier moment de la vie sur lequel le dogme exerce encore sa mainmise et où le dogme va l'emporter sur la liberté de conscience. Ils ont perdu sur l'IVG, ils se sont radicalisés, réorganisés au moment du débat sur le mariage pour tous et aujourd'hui ils se sont grandement engagés dans ce combat. Alors, quand je dis les cléricaux, je parle pas évidemment des individus et des croyants, mais de leurs représentants, soit légaux, soit autoproclamés, qui, il y a qu'à lire la presse ces derniers temps, communiquent énormément sur le sujet et annoncent qu'ils vont rentrer dans la bataille pour s'opposer à toute évolution de la loi. Pour vous, généralement, c'est en fait la dernière étape de la vie que la société civile ne s'est pas véritablement appropriée. Donc c'est un combat véritablement qui a du sens et qui est important. Si je suis votre raisonnement, en fait, c'est un combat républicain, puisque c'est un combat pour la liberté, celle de choisir les conditions de sa fin de vie si on en a la possibilité, de façon immédiate ou anticipée. Et c'est aussi un combat pour l'égalité, puisqu'aujourd'hui, si on en a et le capital culturel et éventuellement les moyens financiers, on peut choisir sa fin de vie en allant à l'étranger. Donc c'est un combat républicain pour la liberté et l'égalité. Alors, c'est un combat qui s'inscrit aussi bien dans une logique humaniste et universaliste que dans une logique laïque et républicaine, absolument. Et on peut même parler de fraternité et considérer que permettre d'abréger les souffrances qu'on ne peut pas soulager d'une personne en fin de vie est aujourd'hui un geste de fraternité. Donc oui, nous considérons que c'est un combat laïque et un combat pleinement républicain. Il ne manque juste que le choix libre et éclairé du citoyen
en conscience soit permis et encadré par la loi. C'est bien l'objectif de ce combat et nous espérons qu'il aboutira l'année prochaine. Oui, alors on a aussi entendu dans vos propos que le fait de diriger une association laïque, vous donnez une vision différente des points de vue défendus par les associations confessionnelles. Il semble pourtant aujourd'hui que le débat soit dominé par les points de vue à la fois des associations confessionnelles et à la fois des responsables des services de soins palliatifs des CHU. Alors malheureusement, ce débat est effectivement dominé et parasité par deux lobbies très très forts, hein. Le lobby religieux et le lobby médical. Là encore, évitons toute généralisation, hein. Je ne parle pas des croyants. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion montrent que même parmi les croyants, il y a une majorité de Français qui sont pour une évolution de la législation. Il en est de même parmi les médecins, hein. Je rappelle qu'il y avait une tribune en 2017 signée par 2000 médecins qui disaient qu'ils avaient eux-mêmes déjà pratiqué des euthanasies. Mais en termes de groupes de pression, effectivement, ce sont deux groupes de pression très, 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 très puissants. Qui ont des moyens importants, hein, ce que les laïcs malheureusement n'ont pas, et qui polarisent le débat de façon souvent malheureusement assez tronquée, notamment en voulant opposer l'euthanasie aux soins palliatifs, alors que tous les défenseurs du droit de mourir dans la dignité défendent l'accès aux soins palliatifs pour tous au même titre que le droit de mourir dans la dignité. Alors c'est un sujet complexe et très foisonnant où les points de vue s'expriment dans la subtilité, hein, parfois. Il me semble que nous allons consacrer un prochain numéro de notre émission uniquement à ce sujet au début de l'année 2023 pour faire exprimer ces positions qu'on n'entend pas forcément aussi bien que celles des médecins et des associations confessionnelles dont vous parliez. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train, au travers de Contact, et il y a une tribune qui va très prochainement paraître dans l'Express, de constituer un bloc laïque, hein, c'est-à-dire d'avoir une démarche unitaire pour qu'il y ait une parole laïque dans le débat à venir, ce qui paraît extrêmement important et ce qui permet aussi de faire un petit peu un pas de côté par rapport à l'opposition classique entre militants du droit de mourir dans la dignité d'un côté et puis les médecins et les religieux de l'autre, hein. Il faut qu'il y ait cette parole laïque qui soit prise en compte parce que c'est vraiment, je l'ai dit, un sujet qui relève du combat laïque, de la laïcisation de notre droit, de nos vies aussi. Et nous espérons bien réussir à peser dans le débat et dépassionner un petit peu et surtout sortir des clivages stériles qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Alors, nous vivons dans une république laïque, vous représentez une association laïque, est-ce que les responsables de la république laïque vous écoutent? C'est toujours un peu la même question quand même. Alors, on en revient toujours à cette question. Sommes-nous suffisamment écoutés alors que nous représentons une grande majorité de la population? Malheureusement, non. Tout simplement parce que c'est ceux qui crient le plus fort avec des positions les plus radicales qui, en général, sont écoutés, que ce soit des pouvoirs publics ou que ce soit dans l'accès à la presse, hein. Nous sommes en train de travailler pour qu'il en soit autrement cette fois, notamment par cette démarche unitaire et la constitution d'un bloc laïque. Il nous faut changer de sujet pour avancer et balayer un peu toutes les préoccupations que vous portez. Et s'il est un dernier sujet qui inquiète beaucoup les familles en cet hiver,
c'est l'explosion des prix de l'énergie. On annonce même pour 2023 une nouvelle hausse de l'électricité de 15%, en nous disant bien que c'est une hausse limitée. Une association comme la vôtre a bien sûr un point de vue et un certain nombre de revendications dans ce domaine. Est-ce que le système de l'énergie, tel qu'il est organisé dans notre pays, fonctionne correctement à vos yeux? Alors, c'est effectivement un sujet qui nous préoccupe énormément en ce moment. Nous avons d'ailleurs sorti le dernier numéro de notre revue trimestrielle UFAL Info sur le thème de l'énergie. Et comme vous l'avez signalé, les aides de l'État là vont prendre fin fin décembre, et il est d'ores et déjà annoncé une hausse importante du coût de l'énergie, probablement dès le mois de janvier. On va se dire les choses, hein. Si janvier et février, nous subissons une vague de froid, il va y avoir une flambée des coûts pour les familles, et aussi un risque d'ailleurs de rupture d'approvisionnement avec des coupures ciblées. Si on regarde un petit peu les chiffres qui sont édités par l'Observatoire national de la précarité énergétique, avant même ces hausses tarifaires, au cours de l'hiver 2020-2021, 20% des Français déclarent avoir souffert du froid, 60% des Français déclarent avoir restreint le chauffage pour raisons financières. Et on a plus de 10% des Français qui dépensent plus de 8% de leurs revenus pour les factures énergétiques. Donc ça, c'était avant les augmentations tarifaires. Donc nous vivons là sous encore ce qu'on appelait le bouclier tarifaire, hein, jusqu'à fin décembre, ce qui limite l'impact pour les familles. Mais il faut savoir que ce bouclier tarifaire ne concerne pas les entreprises et les collectivités territoriales. Ce qui veut dire qu'il y a d'ores et déjà des répercussions avec une augmentation du coût des biens et services, et très certainement à venir une augmentation des impôts locaux. Donc les familles vont être fortement impactées. Alors qu'est-ce que nous aujourd'hui nous pouvons dénoncer? Déjà, c'est d'où vient le prix de l'énergie. Pour ce qui est du prix de l'électricité, vous savez que il est indexé notamment en partie sur le prix du gaz, qui lui a très fortement augmenté, alors même que le gaz dans le bouquet énergétique français pour la production d'électricité ne représente que moins de 10%. Donc cette indexation n'a pas de sens. Alors tout cela en fait vient d'une politique européenne, hein, avec l'ouverture à la concurrence, avec un marché de détail, un marché de gros, lui-même avec un marché spot pour le court terme, marché à long terme. Donc on est dans la finance, hein, on est dans la finance alors qu'il s'agit d'un bien essentiel de première nécessité. Donc vous dénoncez le fait que l'énergie soit considérée comme une marchandise, comme une autre, alors qu'elle aurait peut-être un statut différent à avoir, comme l'eau. Bien sûr, elle aurait un statut différent à avoir. On voit d'ailleurs un petit peu la prise de conscience là avec la renationalisation d'EDF. Mais on voit aussi que le gouvernement considère ça ne considère pas ça comme un produit de première nécessité, ne serait-ce que quand on regarde la TVA, hein, qui est encore aujourd'hui de 20% sur la consommation, une TVA aussi sur les taxes, hein. Vous savez qu'il y a différentes taxes pour l'électricité et le gaz, et on paye en plus une TVA sur ces taxes, TVA de 20%, alors qu'un produit de première nécessité devrait être taxé à 5,5%, pas plus. C'est ce que vous demandez. Vous demandez le changement de la TVA. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une baisse de la TVA sur la consommation et une suppression de la TVA sur les taxes. Hein. Et vous n'êtes pas tout seul à porter ce combat.
J'espère que nous ne sommes pas tout seuls. Bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de grand mouvement unifié pour exiger cette évolution sur la TVA et sur les taxes. Et malheureusement, pas de relais parlementaire, puisque qu'à suivre un petit peu les débats, c'est pas le cœur des revendications au niveau parlementaire. Donc, je disais, nous dénonçons aussi l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, avec l'ouverture à la concurrence, le fait que EDF doive vendre une partie substantielle de son électricité à prix extrêmement bas à des concurrents qui eux-mêmes vont revendre plus cher. Et là, on voit que le système est en train de capoter parce que ces concurrents ne peuvent plus suivre. Et aujourd'hui, beaucoup résilient les contrats. Et tous ceux qui ont cru que cette dérégulation sauvage et cette ouverture à la concurrence allait faire baisser les prix sont victimes. Moi, je suis sur Bordeaux. Tous ceux qui ont un contrat à terme de 3 ans pour le gaz, aujourd'hui se mordent les doigts d'avoir quitté le tarif régulé. Voilà, toute cette financiarisation et cette libéralisation, en fait, ne conduit qu'à des catastrophes, à une augmentation du coût pour les familles. Mais je crois que c'est Jacques Lacan qui disait que la réalité, c'est quand ça fait mal. Donc là, visiblement, la concurrence telle qu'elle avait été organisée ne fonctionne plus. Un certain nombre d'organismes ont résilié les contrats, vous l'avez dit vous-même. Donc, d'une certaine façon, votre revendication est en train de se réaliser. Elle se réalise, mais elle se réalise pas par la raison, elle se réalise par la contrainte et par l'aberration du système qui a été mis en place. De même qu'aujourd'hui, le gouvernement multiplie les chèques énergie, bouclier tarifaire, sans remettre en cause la structure même du problème, qui est la fixation des prix, qui sont les ressources insuffisantes des familles, notamment par manque de revalorisation salariale, qui sont des logements passoires, qui sont des transports collectifs insuffisants. Et donc, il faut différencier les aides sur la structure et cesser cette politique d'assistanat. Ça fait partie aussi des choses que nous revendiquons. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai l'impression d'avoir un souci. Non. Nous approchons de la fin de notre entretien, Christian Gaudret. J'avais une dernière question qui concerne la façon dont les débats sont organisés au sein de l'UFAL, cette association que vous présidez. Vous présidez une association nationale qui fédère des associations organisées dans les départements. Vous présidez vous-même l'UFAL de la Gironde, vous le disiez tout à l'heure. Alors, comment le travail s'articule-t-il entre ces différents niveaux départemental et national? Et est-ce que ça n'est pas une difficulté, cette organisation, pour faire circuler la parole de l'UFAL? Alors, c'est pas du tout une difficulté pour faire circuler la parole, c'est plus une lourdeur au niveau de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il faut créer des associations locales, des associations départementales et faire fonctionner l'association nationale. Par contre, ça évite que le fonctionnement soit trop descendant, comme dans les associations nationales uniques qui ont des sections départementales et locales, puisque nous, à chaque échelon, il y a une association, donc un fonctionnement associatif, des responsabilités associatives, les adhérents d'une UFAL départementale, ce sont les UFAL locales. Les adhérents de l'UFAL nationale, ce sont les UFAL départementales. Donc, ça favorise un courant ascendant. Et ça favorise un échange qui, à mon avis, fonctionne mieux avec un système fédéré qu'avec une association unique. L'intérêt aussi, c'est que vous parliez de l'UFAL national, mais les militants et les responsables de l'UFAL national
font tous partie d'une UFAL locale et d'une UFAL départementale, et donc ont tous à gérer et à mener des actions au niveau local et départemental. Donc, c'est toujours l'intérêt du penser global, agir local. C'est-à-dire que notre action au niveau national, elle est avant tout ancrée et elle provient de notre action de terrain au niveau local. Ce qui évite d'être déconnecté. Nous n'avons aucun professionnel au niveau local, au niveau national, nous sommes tous des bénévoles issus du local. Et ça évite d'être déconnecté des réalités. Après, nous avons cette préoccupation que l'information circule dans les deux sens au maximum. C'est pas toujours facile, et nous sommes en train de mettre en œuvre, ça fait partie de notre projet stratégique, tout un tas de mesures et d'organisations pour faire fonctionner au mieux cette circulation de l'information. Merci beaucoup de toutes ces réponses. Merci Christian Gaudret. Je suis sûr que tout cela va nourrir l'action de nos auditeurs. Je voudrais aussi remercier Sébastien Collin, sans qui ce programme n'existerait pas. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro. Et vous pouvez en attendant nous retrouver sur le site internet de l'UFAL, ufal.org, ainsi que sur l'ensemble des plateformes qui diffusent des podcasts. Merci à tous et à bientôt.